L'idée est d'allier la science et la poésie, et également l'histoire. Plusieurs histoires même, puisqu'il y a la grande histoire du Falun. Là, nous sommes dans des caves qui ont 10 millions d'années. La dune de Falun, c'est une dune sous-marine. C'est formé il y a 10 millions d'années. Il faut bien voir que là, on était sous l'eau à cette époque-là. Et puis il y a l'histoire plus récente, l'histoire de l'exploitation du Falun fait par les Carolingiens d'abord, pour faire des sarcophages, et puis plus récemment, jusqu'au XVIIIe siècle, pour faire de la pierre de taille. Et la particularité du Falun, c'est qu'elle renferme toute une mémoire extraordinaire, une mémoire essentiellement de fossiles d'animaux marins. On retrouve des dents de requin, des dents de requins géants même. Donc au cours d'un circuit qui fait à peu près un petit kilomètre, on va découvrir ce qui existait ici il y a 10 millions d'années. Alors, c'est un parcours qui n'est pas didactique, mais qui contient quand même une véracité scientifique. On ne s'en éloignera jamais, mais le but était de le faire partager d'une manière sensible, et plutôt de parler au sens du visiteur plutôt qu'à son intellect.
Alors nous avons ici des témoins de notre histoire, et ce sont des témoins d'histoires douloureuses, dramatiques, tragiques, mais victorieuses aussi, puisque quand même beaucoup de nos matériels ont été des outils de la libération de notre territoire, de la Première Guerre mondiale comme de la Deuxième. Nous voulons en quelque sorte passer ce témoin à la jeunesse par la présentation de ces témoignages, les inciter à se replonger un peu sur ces pages de notre histoire. Le premier conflit mondial a été gagné par la France et ses alliés grâce à l'appoint d'une invention technologique nouvelle, le blindé, le char. Les Français, assis sur leur victoire, n'ont pas voulu évoluer. Le char restera un appui et seulement un appui au niveau de l'infanterie. Et ce qui a fait notre victoire en 1918, eh ben, ça a fait notre défaite en 40, parce que les Allemands, eux, ont évolué. Ah, le char, ça marche, ça protège les gens. On va l'employer en grandes unités compactes. Et c'est ce qui a fait leur victoire, avec des engins qui, au départ, étaient technologiquement moins évolués que les nôtres. Mais comme ils les employaient en masse, avec l'appui de l'aviation, ce que les Français ne faisaient pas, eh bien, c'est eux qui, cette fois-ci, ils ont percé le front français. Et jamais, même en reculant, les Français n'ont réussi à rétablir leur front, parce qu'ils n'étaient pas manœuvriers. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, la France a eu deux fronts. Le front des théâtres d'opérations extérieures, donc qui est symbolisé par notre gauche avec l'Indochine, l'Algérie, le Liban, le Koweït, et puis la phase contre le pacte de Varsovie, ce qu'on appelle la guerre froide. Alors le dernier engin issu de la guerre froide, c'est le Leclerc, mais l'engin le plus emblématique de l'interposition face au pacte de Varsovie pendant la guerre froide, c'est la MX-30, qui a ensuite été amélioré en version MX-30B2, c'est celui-ci. Alors notre collection est d'environ 220 en matériel présenté. Nous avons quand même 600 matériels. L'église de Cunault remonte au IXe siècle. Elle a été fondée par des moines de Noirmoutier, fuyant les Normands et emportant avec eux jusqu'à Tournu les reliques de Saint-Philibert. C'est ainsi que Cunault devint un prieuré sous la dépendance de Tournu. Depuis, l'édifice a été reconstruit. Il est authentiquement roman. Sa façade, sévère d'aspect, est monumentale, allégée toutefois par les doubles arcades à fines colonnettes. Toute l'attention est attirée vers le tympan. Entouré d'une série d'archivoltes, il représente la Vierge en majesté, assise sur un trône et tenant sur ses genoux l'enfant Jésus. Le clocher de la fin du XIe siècle est le plus ancien d'Anjou. Il se présente comme une grosse tour massive élevée sur un mur de l'ancienne église à 3 étages. Si le premier est aveugle, les deux autres ont un décor très raffiné qui font de ce clocher une des meilleures créations artistiques de l'époque.
Mais entrons à l'intérieur de l'édifice où nous attend le père Antoine Ruet, recteur du lieu. Dès qu'on entre dans cette église, on est saisi par sa beauté, sa simplicité, sa limpidité. Il y a toujours dans cette église une lumière extraordinaire. Chaque matin, lorsque j'ouvre la porte, j'admire cette lumière du matin. Dans l'après-midi, c'est tout différent, c'est l'embrasement de la nef. Cette église attire beaucoup, bien sûr, des esthètes, mais aussi des gens qui viennent y prier. Et le dimanche spécialement, l'église est pleine pour la messe chantée en grégorien, comme chaque dimanche. Et la foule participe, l'ordinaire est chanté par la foule. Une petite chorale chante le propre de la messe. Et certes, l'immensité de la nef impose immédiatement le respect. Un effet de perspective étonnant accentue la profondeur de l'église. La largeur de l'édifice diminue à mesure que l'on s'avance vers le chœur. Mais de quelque côté que nous nous tournions, un même éclairage diffus et nuancé, animé au contraire de plages plus claires mais jamais violentes, entretient tout au long des heures une atmosphère de recueillement qui est une des caractéristiques les plus notables de cette église. Fidèle aux principes en vigueur dans toute la région, l'architecte a élevé parallèlement 3 nefs de même hauteur, ce qui autorise un éclairage maximum. Cette architecture est une, et néanmoins complexe, car la voûte romane est précédée d'un narthex construit en style gothique à l'époque des Plantagenets. Ce narthex ajoute de l'élégance à l'ensemble, avec ses clés d'une grande complexité et d'une grande finesse. Mais l'un des éléments majeurs de l'église de Cuno reste les chapiteaux. L'ensemble est un des plus importants de l'époque romane. Il date des XIe et XIIe siècles. Certains ont été restaurés ou refaits au XIXe siècle, mais en s'inspirant de modèles anciens. Cette fidélité permet de conserver son homogénéité et sa cohérence à ce véritable trésor artistique. Un grand nombre de chapiteaux s'inspirent de modèles végétaux, mais stylisés. La nature n'est pas encore, comme pour le gothique, source d'inspiration. Elle est tout au contraire source d'interprétation et de symbolisme, comme ces palmes indéfiniment ressassées qui annoncent l'entrée du Christ à Jérusalem le jour des rameaux. Autre figure qui apparaît à plusieurs reprises au sommet des colonnes, celle des lions, des dragons, des monstres de toutes sortes. S'agit-il d'une fantaisie due à l'imagination du sculpteur? C'est bien possible. Mais tout aussi vraisemblable est la signification, elle aussi symbolique. Ce lion qui ouvre sa gueule d'une manière effrayante, n'est-il pas le lion dont nous parle le psalmiste et qu'on évoque à voix basse le soir avant d'aller se coucher, le lion rugissant, cherchant qui dévorer? Mais parfois le cauchemar se mue en simple rêve, rêve que n'auraient pas renié les surréalistes. Telle la sirène mi-femme mi-poisson, est censée attirer les marins qui prêtent l'oreille à son chant pour les noyer. Elle peut donc symboliser la tentation qui mène à la mort. Ainsi, la leçon se veut plus précise. L'artiste roman veut maintenant communiquer un enseignement moral. Une femme, sans doute la luxure, est folle de son corps, tandis que sur un autre chapiteau, l'avaricieux serre sa bourse. La leçon doit être d'importance puisque le sculpteur revient sur ce thème. L'avaricieux finit cruellement, attaqué par les diables. Aux scènes morales succèdent les scènes bibliques. Sur un chapiteau est évoqué Jessé, le glorieux ancêtre du Christ, dont l'arbre généalogique est devenu célèbre. Il est accompagné de David, qui joue de la harpe. Après l'Ancien, voici le Nouveau Testament. Les petites scènes s'enchaînent, le portement de la croix, la flagellation, l'Annonciation. Le sculpteur roman ne raconte pas tout, il suggère. Évocation plus tardive, celle de saint Philibert qui guérit les malades qui se présentent à lui. C'est la grande affaire de cette abbaye que ce saint qu'ont mis tant de peine à mettre à l'abri des barbares.